À certains moments un petit peu grisants où, à force de gagner quand même pas mal d'argent assez facilement, j'avais perdu un petit peu la notion, enfin la réalité de la notion d'argent. J'ai perdu peut-être un tiers de tous mes gains que j'avais réalisés pendant pas mal d'années. Je suis assez persuadé que d'ailleurs, même pour pouvoir être un bon conseiller, un bon gérant privé, il faut avoir fait ses erreurs. Ce que je me suis vraiment rendu compte, c'est que 8 fois sur 10, quand j'ai investi dans une startup, le produit qu'elles ont lancé ou qui a décollé n'était pas celui pour lequel j'avais investi. Hello à tous et bienvenue dans Inside Banking, le podcast qui fait décoller ta culture financière. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu as envie de mieux comprendre la finance, ce qu'il y a derrière les stratégies des banques, les choix des dirigeants, les transformations qui façonnent notre quotidien, ou alors comment mieux investir ton argent. Je suis Richard Michaud, consultant en services financiers, formateur et créateur de contenu. Dans chaque épisode, je donne la parole à celles et ceux qui font bouger le secteur. Leur parcours, leurs convictions, leurs erreurs aussi. Tout ce qui va vraiment t'éclairer sur le monde de la finance. Avant de commencer, un mot pour te présenter Saxo Bank, le partenaire de cet épisode. Saxo Bank, c'est une plateforme d'investissement et de trading complète. Actions, ETF, obligations, produits dérivés, le tout avec des frais compétitifs et une qualité d'exécution reconnue. 1,4 million de clients leur font confiance pour leurs investissements. J'y gère personnellement mon compte titre et mon PEA. Saxo Bank te propose une application intuitive qui conviendra aux néo-investisseurs comme aux investisseurs les plus aguerris. C'est un acteur présent partout dans le monde et régulé au niveau européen. Si tu veux ouvrir ou transférer ton compte titre ou ton PEA, Saxo Bank est le bon choix pour toi. Tu trouveras en description de l'épisode un lien avec mon code de parrainage Inside Banking, qui te donnera droit à 500 € de frais de transaction offerts pendant 3 mois. Saxo Bank, c'est une collaboration commerciale choisie avec le cœur. Je te rappelle qu'investir comporte des risques. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Jérémy, je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour le premier épisode de la 3e saison du podcast. C'est le premier épisode en studio, dans le magnifique studio dans lequel on est. Et donc ça me fait extrêmement plaisir. Et en plus, c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Donc ça va être la rencontre live pour les auditeurs. On a juste parlé un petit peu en off juste avant, mais ça fait que 10 minutes que tu es arrivé. Et pas tant que ça, vu que j'étais un peu en retard. Donc ravi Richard et merci beaucoup de m'inviter. Bah avec plaisir. Peut-être la première question elle va être très simple. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et aux viewers maintenant du podcast? Alors oui, donc moi j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Je suis investisseur depuis quasiment une trentaine d'années puisque j'ai commencé tôt. J'ai 40 ans, j'ai un petit garçon de 6 ans sinon. Mon métier donc c'est de faire de la gestion de fortune depuis 17 ans. Je suis aussi un petit peu créateur de contenu sur LinkedIn. Un gros créateur de contenu même. Je suis très impressionné. T'as quoi? T'as 70 000, 75 000 abonnés? Non, là, je suis à 50 000. 50 000, c'est tout. C'est déjà 2 fois plus que ce que j'ai. Félicitations. J'ai bien progressé. Voilà, effectivement, pas mal de monde me connaissent par rapport à ça. Et puis là, donc, mon actualité, c'est que je me lance enfin dans l'entrepreneuriat. Pourquoi enfin? Parce que, je peux en parler, mais ça fait longtemps beaucoup de gens pensaient déjà que j'étais entrepreneur. C'est assez drôle d'ailleurs. Donc voilà, je vais lancer Arena Family Office et voilà, on pourra parler également. Bah avec plaisir. Comment t'es arrivé dans cet univers de l'investissement finalement? Toi, t'as dit que t'as commencé à investir assez jeune. Qu'est-ce qui t'a fait arriver là-dedans? C'est quoi? C'est un intérêt que t'avais depuis tout jeune? C'est les études? C'est des rencontres qui t'ont porté sur ça? Comment ça s'est passé? Alors, c'est un peu plus basique que ça parce que j'ai vraiment commencé très jeune, vers 10 ans. Oui, c'est tôt. Non, mais c'est dans quoi à 10 ans? Donc c'est pas, j'investissais. Des cartes Pokémon que tu as revendues aux copains ou quoi? Non, je faisais un peu toutes les introductions en bourse, notamment type France Télécom ou pas mal de valeurs tech déjà. À 10 ans? À 10 ans, ouais, j'ai commencé vraiment à 10 ans. Mais t'avais pas le droit. En fait, c'est évidemment, du coup, c'est pas l'école, c'est pas les études, c'est mon papa qui était pas dans la bourse, mais qui aimait bien ça un peu au titre perso, hein. Je dirais pas que c'était une passion, mais bon, il aimait bien ça. Et, en fait, comme ça intéressait personne dans la famille, ma mère était plutôt médecin, mon frère aussi.
Ouais, donc pas dans cet environnement. Il m'en parlait en fait parce qu'il avait personne d'autre à qui en parler. Lui, il est investisseur déjà. Lui, il investissait en bourse un peu comme beaucoup de gens. C'était cette fibre paternelle. C'était pas son métier, mais il aimait bien ça. Et effectivement, il m'en parlait en fait vraiment quand j'étais petit. Et en gros, au début, je lui donnais 100 euros et puis on disait que c'est lui qui achetait l'action, on disait que c'était à moi. Et puis il la revendait et puis je prenais les gains à la perte. Et voilà, dès que j'ai 18 ans. T'as dû apprendre très tôt finalement. Bah du coup, j'ai appris très tôt et j'ai eu la chance vraiment pour tout ce qui était introduction, j'achetais et je revendais immédiatement parce que c'était un peu la belle époque où tout montait, notamment les valeurs internet et même France Télécom avait explosé avant de s'effondrer après. Tu achetais, tu participais à une entrée en bourse. Souvent, tu gagnais quasiment 50% et tu la revends juste en la revendant quelques jours après. Donc, pas mal. Iliad ou France Télécom. Et après, j'ai investi beaucoup dans les valeurs tech type GAFA, comme des Google, des Facebook. Amazon, je me rappelle, je l'avais acheté en 97, je crois. Waouh. À combien? 12 ans. L'entreprise valait 500 millions de dollars. C'est un peu vertigineux. Malheureusement, évidemment, spoiler, je l'ai vendu après avoir gagné genre 100%. C'est comme le Bitcoin. Je connais plein de gens qui me disent j'aurais dû acheter le Bitcoin au début. Le problème, c'est que quand il a déjà fait x2, x3, x5, exactement. Arriver à pas le vendre, c'est hyper chaud. C'est ça. J'ai toujours essayé d'avoir une méthode un peu d'être assez raisonnable, mais objectivement, je pense que si j'avais gardé toutes ces actions que j'ai achetées quand j'avais entre 10 et 15 ans, je ne serais pas là aujourd'hui. Avant, tu serais dans mon podcast. Je suis déçu. Au Bahamas. Je suis déçu. Très bien. Et d'où t'es venu cet intérêt-là? Parce que t'as commencé jeune, mais c'est quoi à 10 ans, je sais pas, moi, à 10 ans, je m'intéressais pas à l'économie, quoi. Je pense que j'ai fait un peu de mimétisme avec mon papa qui lisait les Échos donc moi du coup j'achetais même les Échos vraiment vers 12-13 ans les buralistes devait être surpris, regarder avec des gros yeux et du coup parfois je mentais, je disais que c'était pour mon père alors que mon père à la limite il s'en fichait un peu, c'était plus moi qui voulais donc en fait j'étais curieux de plein de choses. J'étais je pense aussi quand j'étais enfant un peu attiré par les gains aussi, on va pas se mentir, parce que quand j'étais tout petit, je voulais être boulanger à la base parce que je voyais toutes les pièces. Quand j'avais 4-5 ans, je voyais toutes les pièces. C'est quelqu'un qui brasse de l'argent. Et donc je voulais être boulanger. Et puis après, à 5 ans, c'était plutôt boulanger. Et à 10 ans, c'était plutôt bourse, quoi. D'accord. Et justement, en commençant aussi jeune, c'est quoi les apprentissages que tu as eu? J'imagine que tu as fait des erreurs. C'est aussi ça l'intérêt de commencer jeune. De commencer tôt, c'est qu'on peut faire des erreurs plus jeunes. Avec peu d'impact. Moins de moyens. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que tu en retires de ça? J'ai fait beaucoup d'erreurs et effectivement, déjà, il y a eu un côté à un certain moment un petit peu grisant où, à force de gagner quand même pas mal d'argent assez facilement, j'avais perdu un petit peu la notion, enfin la réalité de la notion d'argent. Donc, je recommande pas forcément de commencer aussitôt. Surtout en bourse, à 10 ans, c'est très vertueux. Enfin, à 10 ans, j'avais pas beaucoup d'argent en bourse, mais à 20 ans, j'ai commencé à avoir pas mal d'argent en bourse et j'avais acheté par exemple à moins de 30 ans, je sais plus, j'avais 25 ans ou pas, j'avais acheté 1% de Gaumont par exemple. Ah oui, quand même, tu rigolais pas trop. Pour des bonnes raisons, aussi parce que j'avais beaucoup le cinéma, mais aussi pour de bonnes raisons un peu value, parce que c'était une valeur qui était décotée et que je pensais qu'elle sortirait de la côte, etc. Bon, c'est toujours pas arrivé, mais ça arrivera peut-être un jour. Et pas espoir. Et c'était plutôt un bon investissement, mais finalement j'avais vendu un tout petit peu avant qu'ils annoncent une offre publique partielle de retrait avec une grosse prime. Donc ça m'a appris qu'il fallait être patient aussi. Mais globalement, ce que j'ai appris, je pense, c'est notamment à diversifier. Puisque parfois j'étais très très enthousiasmé sur certaines valeurs et je mettais vraiment des très très grosses tailles dessus. Et t'as pris des petites tôles. Et j'ai pris notamment une très grosse tôle, alors pas sur des actions, mais j'ai eu ma période aussi assez active en turbo call. Et j'ai pris un très très gros bouillon puisque j'ai perdu peut-être un tiers de tous mes gains que j'avais réalisés pendant pas mal d'années sur un turbo call Pandora. Donc Pandora c'est les bijoux, parce que je voulais jouer les résultats de Pandora et donc je me connecte. Je pensais que les résultats seraient meilleurs que prévu. Je me connecte le matin, donc à 9h. Je vois l'action Pandora qui prend 17%. Donc là, je suis hyper content. Jackpot. J'ai tout compris. J'ai tout compris, je suis trop fort. Sauf que quand j'essaie de vendre, ça marche pas. Et là, je me dis, mince alors. Il y a un problème. Il y a un problème. Et effectivement, il y avait un problème qui arrivait, je crois, 2-3 fois dans l'histoire à peine. Donc, j'ai quand même pas eu de chance. En fait, il y avait un espèce de flash crash algorithmique aux US. C'est-à-dire
l'histoire d'un trader qui s'est trompé d'un zéro, qui a déclenché les ordres de vente. C'est beaucoup des robots. Hein. Et donc, en clôture, les marchés américains, ils perdu 5-6%. Donc beaucoup. Et moi, donc, il fallait pas que Pandora, l'action, perde plus que 13-9% pour pas que je sois désactivé. Et en fait, Pandora, comme c'est danois, ça commençait à la cotation à 8h30 et pas 9h. Et bref, en fait, ça a ouvert à 8h30 pendant une microseconde à moins 14%. Aïe. Par répercussion. Et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de volume à cette heure-là. Et du coup, je me suis fait désactiver avant même que il publie le résultat, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Et oui, j'ai perdu quand même, on va dire, une belle Ferrari quand même dessus. Ah oui, quand même. Bon, bah, écoute, tu as beaucoup appris, en fait. J'ai beaucoup appris. Tu as perdu une Ferrari, mais tu as beaucoup et moi, appris. je suis assez persuadé que d'ailleurs, même pour pouvoir être un bon conseiller, un bon gérant privé, il faut avoir fait ses erreurs. Moi, je suis toujours un peu aberré quand je vois que, j'ai été 17 ans en banque privée et je vois bien que quasiment 90% de mes collègues n'avaient jamais acheté une action de leur vie. C'est surprenant, ça. N'avaient jamais, et quand je dis 90%, je pense que je suis gentil, hein. et n'avaient jamais vraiment pris de risques tellement avec leur argent. Et voilà, je pense que c'est important de se prendre un peu d'étole pour pouvoir être meilleur et pouvoir après donner justement un petit peu des retours d'expérience aux autres. Bah justement, tu as commencé à parler de banque privée. Je voulais en parler dans l'épisode. C'était quoi, juste avant ça, ton parcours? Là, on a parlé de ta jeunesse, tes premiers investissements. Tu as fait quoi comme étude pour t'amener justement à la banque privée? Ouais, moi j'ai fait Dauphine, donc j'ai fait un master de gestion de patrimoine, mais c'était plutôt dans l'optique de gérer mon propre patrimoine. Ouais. Que j'avais fait ça, parce que moi je voulais plutôt continuer à faire de la bourse. Et comme je suis sorti en 2008 de Dauphine, c'était l'année de la faillite de Lehman Brothers, donc j'avais déjà fait pas mal de. T'as le sens du timing. Super timing, j'ai toujours eu de la chance. Hein. J'espère que tu times mieux le marché. Mais... maintenant j'ai appris, oui, mais. Moi j'avais fait pas mal d'alternances, par exemple chez Mesquert en gestion conseiller ou dans le private equity, dans l'analyse financière, pour notamment sur les valeurs moyennes. Donc en fait j'avais fait vraiment beaucoup de stages très orientés bourse. Moi je voulais plutôt faire de la gestion de portefeuille. Mais donc en 2008, tout s'est fermé, impossible de trouver un CDI dans la bourse. On me proposait que des stages, mais j'avais déjà fait plus de stages que j'avais le droit normalement. et donc j'avais débuté ingénieur patrimonial, du coup en se servant bien de mon diplôme, à la Société Générale. D'accord. Alors justement, est-ce que pour les auditeurs qui connaissent moins cet environnement-là, est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que c'est la banque privée et peut-être les différentes gammes? Parce qu'on parle de banque privée, mais en réalité, ça cache différentes réalités entre la banque privée d'une grande banque retail, on va dire, et puis après des établissements plus spécialisés, plus haut de gamme. Comment ça fonctionne? De mon avis perso, c'est que effectivement il y a plusieurs banques privées. Il y a un petit peu pour moi les fausses banques privées, c'est les banques privées liées à des groupes de retail type Société Générale, Crédit Agricole. Les banques qu'on connaît au coin de la rue. Moi j'ai longtemps eu un compte chez LCL Banque Privée où j'avais 1 euro par exemple dessus. Donc, ah oui, c'était pas un gros client de la banque privée. Donc, on peut pas dire que c'était très élitiste. Mais et là donc dans ces banques, il y a des conseillers qui ont fait un petit peu plus d'études que les conseillers clientèle classiques. Ils ont un peu moins de clients. L'offre est un petit peu plus ouverte. Il y a une architecture qui est un peu plus ouverte, mais ça reste quand même assez proche d'une banque classique, quoi. Par opposition à des vraies banques privées pure players comme la Banque Atlantique où j'ai travaillé, je sais pas, un Neuflize, un Rothschild, Pictet, UBS, qui eux sont vraiment des banques privées avec peut-être plus de plus d'architecture ouverte, une manière de gérer un peu différente aussi. Et juste pour les auditeurs qui connaissent pas l'architecture ouverte ou fermée, fermée, ça veut dire que c'est les produits maison, c'est-à-dire que c'est les produits de la banque. Donc si vous êtes dans la banque A, on va vous proposer uniquement les produits de la banque A, ce qui veut dire que potentiellement ça sera pas les meilleurs produits parce qu'il y aura pas toute la gamme, alors que ouverte, c'est une tendance et c'est pouvoir aller piocher finalement chez les meilleurs acteurs les produits qui conviennent. Exactement, une banque retail elle va proposer 100% de solutions produits maison. Une banque privée retail, on va être peut-être à 60%. Une vraie banque privée, peut-être plutôt 40% d'ouvert. Et puis après, on peut monter comme ça. Mais... Et c'est quoi les seuils de patrimoine pour se rendre compte? À partir de combien je suis éligible à de la banque privée?
Parce que c'est un revenu ou c'est du patrimoine d'ailleurs, ça peut être les deux critères potentiellement. Ça va de 1 euro comme moi quand j'étais au SM privé. Ou non, en général c'est plutôt 500 000 euros dans une banque privée. Retail est plutôt peut-être 2 millions d'euros par exemple chez un Neuflize et peut-être 10 millions d'euros chez un Pictet. En fait, c'est vraiment très différent. C'est pour ça qu'il y a vraiment, c'est un peu comme la notion de richesse, c'est quand même assez subjectif. D'accord. Et on parle aussi, il y a beaucoup de développement de cabinets indépendants et puis on va parler d'Arena Family. C'est l'occasion parce que là tu l'as dit, tu te lances enfin d'après tes mots. Félicitations. Merci. Félicitations. Je le dis d'autant plus en plus de joie parce que moi aussi je lance mon activité en ce moment et je sais que c'est difficile. Voilà, exactement. Les grands esprits se rencontrent. Je sais que c'est difficile mais c'est aussi très très excitant. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Arena Family? Alors ouais, en fait moi donc comme j'étais banquier privé pendant 17 ans, j'ai eu quelques frustrations diverses et variées comme beaucoup de banquiers, notamment sur l'offre qui était pas forcément assez ouverte justement, sur les performances des gestions sous mandat que moi je trouvais pas forcément toujours bonnes, sur le reporting que mes clients trouvaient très souvent pas bon, et donc j'ai discuté beaucoup avec mes clients. Comme mes clients sont en bonne partie quand même des entrepreneurs, ils me mettaient parfois un peu des petits taquets, donc c'est super que tu sois le banquier des top entrepreneurs, mais ça serait bien que tu sois toi-même entrepreneur. Donc ça vient d'où d'ailleurs cette expression? Oui, j'ai vu le banquier des stars de la tech. Je me suis demandé. Le banquier des stars de la tech, en fait, j'avais fait couverture de Forbes. Il y a quelques années, qui m'avait appelé comme ça. Alors, je précise que j'ai rien payé. C'est eux qui t'ont appelé comme ça. C'est eux qui m'ont appelé comme ça. C'est pas moi qui leur ai demandé. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand l'article a été publié, quand j'étais chez Autin, j'ai l'agence de communication de la banque qui m'appelle et qui me dit oui, mais alors du coup, j'ai vu qu'il y avait un article sur Forbes et tout, on n'a pas eu la facture et tout. Donc non, moi j'ai vraiment rien payé, j'ai rien demandé. Et donc ça m'a fait un peu ce slogan, le banquier des stars de la tech. Bon, c'est vrai que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs dans la tech, même si j'accompagne aussi des clients divers et variés. Mais c'est vrai que c'est resté, en fait, à chaque fois que j'allais en soirée, dans des événements, on me disait, le banquier des stars de la tech. Et bon, du coup, ça me fait marrer. Ça reste en tête. Ça m'a fait un peu un slogan. Mais, et après, pour revenir à Arena, donc, du coup, ça me titille un petit peu déjà de me lancer. En gros, Arena, c'est un multi-family office. Donc, pour expliquer comment ça fonctionne, donc, aussi une sorte de pacte de confiance avec les clients. On va superviser l'ensemble de leur patrimoine. Et justement, on va s'engager à aller chercher vraiment, pour chaque solution, les meilleurs rendements, les meilleures performances. On va sélectionner les meilleurs partenaires, les meilleures solutions dans chaque banque, dans chaque société de gestion. Et on s'engage à retranscrire ça très simplement avec des outils et des reportings pas forcément toujours hyper évolués, mais qui sont justement lisibles facilement, simples, que les clients puissent savoir à tout moment combien ils ont dans telle classe d'actifs, quelle est leur performance depuis le début de l'année, leur performance depuis l'origine. Voilà. En gros, ce que moi, les clients m'ont toujours demandé et ce qu'on n'arrivait pas forcément à leur fournir. Donc voilà, pouvoir accéder au meilleur de tout. Voilà, l'avantage, c'est que c'est toi qui as la main, donc il y a tout à construire. Voilà. Donc, évidemment, j'apporterai ma patte sur la partie bourse. Ça va s'adresser à qui? C'est quel type de client? Pareil, est-ce qu'il y a un seuil de revenu ou de patrimoine? Comment ça fonctionne? Alors, on va avoir probablement 2 offres, mais en tout cas, ça s'adressera. Nous, on va plutôt cibler les personnes vraiment très fortunées à plus de 20 millions d'euros. Donc, dommage, je vais pas pouvoir venir. J'aimerais bien un jour, peut-être. J'espère bien. Et si, justement. Et il me manque rien du tout là, vraiment rien. Donc voilà, on va distinguer. On aura une partie qui sera aussi plus accessible. Ouais. À mon temps à définir, mais voilà. Peut-être, en tout cas, à partir d'1 million d'euros, je pense que quelqu'un pourra devenir client. Il n'aura pas accès au même service, évidemment, que quelqu'un qui aura 20 millions d'euros ou 10 millions d'euros. D'accord. Et comment tu gères, tu as évoqué l'architecture ouverte, qui est ce qu'on a dit juste avant. Comment ça se passe que tu crées ta structure? Il faut que tu noues des partenariats pour pouvoir proposer les solutions. Comment ça marche? Il faut que tu ailles voir chaque acteur, par exemple, chaque société de gestion, sachant que j'imagine que tu as déjà du réseau et des connaissances. Comment ça fonctionne concrètement? Oui, en fait, c'est ça. Donc, il faut
l'idée, c'est que nous choisissons nos partenaires. Après, même si, vu que j'avais fait un post pour un peu teaser le lancement d'Arena. J'ai vu ça. J'ai une bonne centaine de partenaires potentiels qui nous ont contactés aussi. C'est l'avantage du personal branding, hein, et je pense qu'il y a un gros asset que tu avais créé auparavant, qui te donne de la visibilité, de la crédibilité pour construire ça. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de partenaires qui sont intéressés à travailler avec nous. Donc voilà, c'est bien ça. C'est bien un peu le filtre. On choisit les meilleurs. Sur des critères aussi assez objectifs, notamment de performance et de digitalisation, parce qu'on veut vraiment apporter aussi quelque chose de très digital, simple pour tout le monde. D'accord. En termes de frais, comment ça se passe? Est-ce que c'est des frais upfront? Est-ce qu'il y a aussi des frais de gestion? Est-ce que ça peut être les deux? Parce qu'on sait qu'en France, ça peut être difficile de faire payer. Alors, dans certains pays anglo-saxons, c'est normal, entre guillemets, de payer un service et de payer parfois upfront. En France, ça peut être parfois un petit peu plus dur. Après, t'adresses à une clientèle qui a l'habitude aussi d'avoir du conseil. Comment tu structures ça, pardon? En gros, les frais, quand quelqu'un est dans une banque privée, en général, donc, il paye des frais de gestion, et après, voilà, tout ce qui est frais de courtage, frais de tenue de compte, etc. Et derrière, la banque va aussi toucher des rétrocessions, sur les produits. Sur les produits, sur les fonds. Donc, et c'est parfois un petit peu opaque. Souvent, les personnes ne savent pas. Un reproche qui est souvent fait aux banques, qui paye quoi. Nous, on va être complètement transparent. On va tout discloser aux clients. On va leur laisser le choix. Soit, en gros, c'est un modèle rétrocession. Et dans ce cas-là, donc, le client ne paie rien, entre guillemets, mais on est rémunéré par les partenaires et on dit au client directement, voilà, on est rémunéré le temps. Mais sachant que de toute façon, vous l'aurez fait tout seul ou avec votre banque, ça aurait été pareil. Sauf que nous, on prend pas d'autres frais. Soit c'est un modèle complètement sur honoraire. Et donc, le client nous paye un forfait en fonction notamment de ses actifs, mais aussi en fonction de ses projets, on va dire, du travail qu'il y a derrière, parce qu'il peut y avoir des clients qui ont des gros patrimoines, mais qui ont peu de projets, peu de choses à faire, et des clients qui ont beaucoup de structuration, qui veulent aller mettre une structure à l'étranger, etc. Enfin, voir s'expatrier. Enfin, il peut y avoir beaucoup de travail. Donc, c'est vraiment un modèle à la carte qu'on personnalise avec chaque client, mais chaque client pourra choisir. Ça peut être un modèle mix aussi, avec une partie association et une partie forfait pour des missions bien particulières. Enfin, voilà. En tout cas, on sera complètement transparent et c'est les clients qui choisiront. C'est important, et puis je pense que c'est une tendance de cette envie d'avoir de la transparence. On parle beaucoup de frais. Moi, je suis d'accord pour payer des frais quand il y a une vraie plus-value, déjà du conseil, et puis surtout quand c'est clair et qu'il y a pas d'arnaque, quoi. Moi, je suis toujours étonné, mais ça m'est encore arrivé cette semaine plusieurs fois. Enfin, la plupart des prospects avec qui je peux discuter, par exemple, en tout cas des personnes que je rencontre, souvent ne savent pas vraiment quels sont les frais payés, et même ça m'étonne pas du tout. Même souvent ne connaissent même pas leur performance. Tout à fait. Ouais. Et moi, je trouve ça vraiment absurde, mais c'est assez. Je parle à beaucoup d'amis sur ces sujets, parce qu'il y a pas mal de gens qui commencent à me demander des conseils aussi, même si disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier, et donc je ne fais pas de conseil en investissement. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui savent même pas les produits qu'il y a dedans, etc. Mais aussi parce que parfois c'est pas évident, notamment quand il y a de la gestion pilotée, c'est pas si simple. On sait pas. Alors après, on peut rentrer dans le détail. Les gens ne savent même pas, par exemple, quel pourcentage est investi sur telles actions, mais surtout ils ne savent même pas souvent combien ils ont gagné ou perdu globalement ou par classe d'actifs, ce qui est quand même assez dramatique. Embêtant, je suis d'accord avec toi. Je te propose maintenant qu'on passe à la section Speed Questions. Alors les Speed Questions, c'est très simple pour moi, mais c'est un peu plus dur pour l'invité, mais je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Il faut faire un exercice de concision. Okay. Je vais te poser des questions courtes qui appellent une réponse courte. Ça peut être un mot, une phrase, oui ou non. Voilà, quelque chose d'assez bref. Ça marche. Est-ce que tu es prêt à jouer le jeu? Oui. C'est parti. Les premières questions vont être faciles. Plutôt team action ou team ETF? Plutôt team action. D'accord, j'avais senti au début là. Sans douter. Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Si tu devais donner... Ça dépend quand, mais bon. Si tu devais donner un actif phare pour 2026? Je dirais, ça va peut-être surprendre, mais la bourse européenne. C'est intéressant. Je vais te faire une question de suivi sur ça. Une erreur que tu vois trop souvent dans les clients que tu accompagnes en investissement? Trop d'ETF. Très bien. Un livre que tout investisseur devrait avoir lu au moins une fois? L'investisseur intelligent. D'accord. Un mythe que tu entends, une contre-vérité que tu entends souvent sur l'investissement et que tu aimerais démonter? Par exemple, que les ETF sont ultra diversifiés.
D'accord. Très bien, décidément, les ETF, je vais te poser des questions sur les ETF. Après, j'aime bien aussi les ETF, hein, mais il y a beaucoup de hype et parfois beaucoup de conneries aussi dit sur les ETF, je trouve. Très bien. Moi, je suis assez pro gestion passive, donc c'est intéressant. Complète ma phrase. L'argent, c'est... L'argent n'est pas le bonheur, mais il y contribue largement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dernière question. La France, est-ce que c'est un enfer fiscal ou un paradis fiscal quand on est bien accompagné et qu'on arrive à optimiser? Les deux. Les deux. Très bien, tu te mouilles pas là. Très bien. Merci d'avoir joué le jeu. C'est plutôt un enfer fiscal, mais effectivement, on peut améliorer les choses. Ça peut devenir pas un enfer en tout cas. Et ça dépend pour qui en vrai. Ça dépend beaucoup. Très bien. Justement, je vais revenir sur la bourse européenne parce que c'est vrai que on parle beaucoup de bourse américaine. Hein. La bourse, en tout cas, le CAC 40 est un peu moins, on va dire, valorisé dans les médias. Je veux dire comme ça, sans donner un avis. Plutôt dans les moins bonnes performances en Europe cette année. Voilà. Et donc pourquoi la bourse européenne alors en 2026? La bourse européenne, déjà, moi, cette année, j'étais déjà assez chaud sur la bourse européenne. J'avais pris pas mal de bourses européennes dans mes allocations. Et d'ailleurs, la bourse européenne a mieux fonctionné que la bourse américaine. J'ai vu et ça. En plus, il n'y a pas eu les moins 15% sur la baisse du dollar qui font que beaucoup de banques privées ont des performances même négatives cette année sur leur gestion. Pourquoi la bourse européenne? Parce que donc bourse américaine, à très long terme, moi, je suis plutôt très chaud sur la bourse américaine et la bourse américaine surperforme régulièrement depuis très longtemps la bourse européenne. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelques risques. Alors, on parle beaucoup de bulle IA. Ouais. C'est toujours compliqué parce qu'on parlait de la bulle Internet dès 96. Elle a mis assez longtemps à éclater. Mais elle a éclaté à un moment donné. Elle a éclaté à un moment donné. Et effectivement, il y a probablement une bulle IA. Maintenant, pour moi, c'est une bulle particulière parce que c'est une bulle qui est concentrée sur un nombre de valeurs très faible. En gros, il y a des valeurs qui sont vraiment méga survalorisées. Pour moi, il peut y avoir des Tesla, évidemment. Il peut y avoir du Nvidia survalorisé à court terme. Des boîtes comme Palantir et voilà, peut-être AMD et d'autres. Moi, j'avais fait acheter avec clients pas mal de Micron aussi en début d'année. Maintenant, après les 200% de hausse, peut-être que maintenant, c'est bien valorisé. Mais en tout cas, si Bullia, ça sera vraiment très concentré sur quelques valeurs. Et donc, moi, j'ai pas envie de trop exposer mes clients sur ces valeurs-là, puisque je pense qu'il y a un vrai risque de grosse baisse, même si ça peut aussi monter pendant un certain temps. Et ponctuellement, peut-être que j'en achèterai aussi en gérant bien le timing. Mais voilà, en bourse, souvent, pour gagner de l'argent, il faut éviter les grosses baisses. Et je pense qu'il y a moyen de faire mieux, notamment en Europe, où il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont assez faiblement valorisées. Il y a un gros plan de relance qui arrive en Allemagne aussi l'an prochain qui devrait pas mal jouer. Et puis, voilà, quand je dis Europe, c'est pas forcément beaucoup France, hein, mais les indices européens. Notamment en Europe du Sud, il y a un beau dynamisme. Voilà, il y a pas mal de choses à faire sur l'Europe. Et je pense que beaucoup de gérants sont un peu trop exposés au marché américain et qu'il pourrait y avoir un peu un rééquilibrage, donc ça pourrait faire un peu booster l'Europe. Et les ETF, alors ça m'intéresse, moi je suis très gestion passive dans mes investissements personnels et puis on en parle beaucoup au-delà de ma petite personne, c'est une énorme tendance. Tu parlais de diversification, je suis curieux d'entendre ton point de vue, ou plutôt d'absence de diversification, je suis curieux d'entendre ton point de vue. Alors, c'était volontairement un peu propagateur. Et après, j'imagine. ETF, c'est bien pour beaucoup de monde. En gros, quand on n'a pas le temps de s'en occuper et qu'on investit des montants assez raisonnables, les ETF, c'est bien pour commencer. Mais c'est vrai que faut savoir que quand on dit ETF, 90% des investisseurs, ils vont investir sur l'ETF S&P, voire MSCI World. Alors qu'il y en a des centaines, voire des milliers. Et c'est un peu ça que je reproche. On pensait d'être bien diversifié quand on est sur... en fait, même dans le MSCI World, qui est l'indice vraiment qui regroupe toutes les actions du monde, en fait, cet indice-là est composé lui-même à 90% du S&P. Et le S&P, la performance du S&P ces dernières années, notamment l'an dernier, elle s'est faite à 50% sur quelques valeurs. Donc en fait, en gros, on est quand même ultra dépendant de quelques valeurs qui sont notamment les fameuses valeurs IA ou valeurs qui ont énormément monté et qui sont peut-être un peu risquées. Donc disons que en cas de correction, de mini crack par exemple, comme il y a pu y avoir après le Liberation Day, du coup c'est des baisses qui peuvent être assez violentes, alors que justement on a cette idée ETF c'est assez tranquille.
Donc ETF pourquoi pas, mais dans ce cas-là, prenez des ETF diversifiés, un Chine. Sur une vision long terme aussi. Et puis après, il y a aussi moyen, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais de prendre des smart beta, ce genre de choses qui peuvent aussi permettre de corriger un petit peu certains biais après, on peut se protéger un peu, que tu as évoqué, ou ce hedge, il peut y avoir du hedge aussi par rapport à la devise. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'ils étaient exposés au dollar cette année. Par exemple, je pense que beaucoup ne savaient pas conscience. Beaucoup ne savaient pas que leur ETF pouvait perdre 15% juste à cause de la baisse du dollar. Je pense, ouais. Je pense. Donc voilà, il y a des choses qui existent, mais en tout cas, j'entends tout à fait ton point de vue. Justement, un autre sujet. Maintenant, on parlait de ton activité de business angel. Est-ce que tu investis dans les startups? Est-ce que tu peux nous dire peut-être quelques deals que tu as fait et surtout comment tu choisis, parce que là on est un peu à l'anti-ETF, là justement, c'est choisir des actifs très risqués, parce qu'une startup par définition c'est une entreprise qui se développe, où il y a un risque que ça fonctionne pas élevé, mais aussi si ça marche, le rendement il est très important. Donc sur quoi t'investis, si tu peux nous donner des exemples, et quelle est la méthodologie que tu as développée sur ça? Alors, moi j'ai commencé à investir en startup assez jeune aussi, vers 22-23 ans. Pour en gros réaffecter. Tard pour toi, mais jeune pour nous. Alors j'ai d'abord investi dans l'immobilier à 18 ans, et après j'ai investi en startup. Et je pense que pour moi c'est d'ailleurs le meilleur ordre, bourse, immobilier, startup, je pense. Et donc du coup parce que finalement il y a un pas qui est assez facilement infranchissable entre le fait d'investir notamment dans des petites et moyennes valeurs tech et dans des startups. Et dans les startups, j'ai investi dans une cinquantaine de startups. Il y en a qui marchent bien dans l'IA, notamment il y a des Arcade AI, des Allegria, peut-être que les gens connaissent, où j'ai investi dans une boîte qui s'est fait racheter par Match Group qui possède Tinder, mais j'ai investi dans des boîtes vraiment variées, dans une marque de vêtements qui s'appelle Almé, vraiment des boîtes diverses et variées, pas mal de SaaS aussi, comme Zelic que connaissent peut-être ceux qui sont beaucoup sur LinkedIn ou Beaver. Et puis dans Najar aussi notamment qui fonctionne très bien, qui a une sorte de SaaS pour les SaaS. Je dirais que après coup, après pas mal d'expérience en investissement en startup, je dirais que la thèse qui pour moi me fonctionne bien et que j'ai essayé de faire mienne, c'est d'investir dans la meilleure équipe pour développer, pour l'équipe en premier critère. Ouais, investir dans la meilleure équipe, mais il y a 3 critères qui doivent se cumuler. Je dirais dans la meilleure équipe pour résoudre un gros problème sur un gros marché. Parce que ce que je me suis vraiment rendu compte, c'est que 8 fois sur 10, quand j'ai investi dans une startup, le produit qu'elles ont lancé ou qui a décollé n'était pas celui pour lequel j'avais investi. Donc, finalement, le produit, pas vraiment. C'est drôle. C'est assez drôle, hein. Mais ils étaient sur un marché globalement porteur, c'est ça? Alors, celles qui ont bien marché, oui, en tout cas, mais surtout, c'était l'équipe qui avait l'agilité, qui tirait tout le temps et qui était tellement agile que quand ça marchait pas, ils pivotaient et jusqu'à ce que ça marche en fait. Alors que d'autres se sont un peu plus obstinés sur un produit qui n'avait pas trouvé son marché, et du coup ça n'a pas marché. Enfin, je pense que la plus grosse erreur que font les entrepreneurs en France, c'est globalement très souvent, quand ça ne fonctionne pas, de trop s'obstiner au lieu de pivoter. Alors qu'aux US, c'est beaucoup plus fluide. Ils changent plus, voire même d'arrêter la startup et d'en recréer une autre. Hein. C'est pas grave si vous avez fait part d'argent aux investisseurs. Restez pas 4 ans. Surtout que paradoxalement, par exemple, pour des levées de fonds, ce genre de choses, quand tu as déjà été founder auparavant, même si parfois ça pas fonctionné, t'as moins de chances que ça foire parce que t'as appris des choses. Ouais, mais clairement. T'as vu ce qui a marché, ce qui a pas marché, donc t'as plus de chances de réussir. Moi, au début, j'ai investi dans beaucoup de primo-entrepreneurs parce que voilà, je voulais qu'il y ait un côté give back et les aider. Mais c'est vrai que la réalité, c'est que un entrepreneur qui a déjà planté, je crois, 2 boîtes, sa 3e startup a 80% de chances de marcher. Ce qui est énorme pour les startups. Énorme, alors que souvent, c'est plutôt 80% de chances de ne pas marcher. Et justement, je voulais te demander à quel stade tu investis. Tu as divers stades de maturité. Tu as des investisseurs qui se positionnent très, très en amont quand il n'y a même pas de produit. Parfois, juste un deck. Tu as aussi des levées qui arrivent quand il y a déjà un test de market fit, il y a déjà des revenus, etc. À quel niveau tu te positionnes, toi? Moi, je suis plutôt très en amont aussi, donc plutôt parfois avant qu'il y ait un produit. Donc ça peut être vraiment tout au début. C'est pour ça on peut te pitcher sans produit alors. C'est pour ça qu'ils pivotent beaucoup. Ouais. On peut, mais maintenant j'aime bien quand il y a un peu de traction aussi. Je comprends. Mais bon, ça m'arrive encore. Là, je regarde pour investir dans une boîte dans le gaming qui a pas encore lancé son jeu, par exemple.
D'accord. Okay. Et comment justement tu trouves les deals? Est-ce quand t'as de la visibilité, on te contacte? C'est toi aussi qui cherches des deals? Peut-être un petit peu les deux? Comment ça fonctionne? Alors, en vrai, je reçois énormément de dossiers, notamment sur LinkedIn, que je regarde très rarement, parce que je considère que les dossiers les plus qualis vont m'arriver par d'autres biais. Et souvent, comme j'ai effectivement la chance d'avoir un gros réseau dans la tech, que ce soit chez les VC. Quand j'étais à la Banque Transatlantique, j'avais créé un pôle dédié uniquement aux entrepreneurs de la tech et aux VC, donc private equity ou VC. Et puis j'ai pas mal d'amis aussi dans les VC, que ce soit Alexis chez Kima, Boris chez Partech. Et donc en fait, entre les VC et mes clients entrepreneurs, mes amis entrepreneurs et business angels, en fait, on s'échange beaucoup de dossiers. Et c'est vrai que quand je vois qu'on m'envoie par exemple 2 fois le même dossier où on me dit c'est bien, là je me dis c'est vraiment pas mal. Ça sent bon. je vais prendre la visio, je vais faire le rendez-vous. En fait, je l'avoue, je fais faire pas mal le travail par les autres. C'est smart. Par des gens qui sont plus smart que moi, plus spécialisés. Et par exemple, quand j'ai des dossiers, j'ai investi dans pas mal de boîtes un peu medtech, médical ou biotech assez complexes comme Roboté ou qui a fait une belle levée ou Wound Surgical. Voilà, souvent c'est des experts qui m'en ont parlé et du coup ça, même si j'ai pas forcément compris 100% ça te de tout parfaitement, voilà, c'est une sorte de validation et puis après c'est vraiment le coup de cœur sur l'équipe et puis le potentiel et surtout aussi trouver des entrepreneurs qui sont vraiment intègres puisque ça c'est vraiment hyper important. Peut-être même le plus important avec il y a pas mal de choses qui rentrent en compte mais il peut y avoir notamment en termes de pivot, il y a l'entrepreneur qui va pivoter sa boîte 7-8 fois et qui va rester dedans et t'en as un autre qui va arrêter et recréer une autre boîte derrière et tu seras pas dedans. Donc ça c'est ballot. C'est ballot. Et tu mets des tickets de combien et ça représente quelle part de ton portefeuille par exemple? Part de portefeuille, c'est vraiment très compliqué à dire, mais je mets des tickets. Alors, je mettais plutôt des tickets de 20, on va un peu plus à un moment. Okay. Et là, j'essaie de... Bon, je suis aussi en cours de divorce, donc... Ah c'est les tickets baissent alors. Les tickets baissent. Je comprends. Je fais un peu attention. Je comprends. Non, mais je te pose je mets plutôt des tickets... Je te pose cette question parce que c'est des choses qui sont pas forcément accessibles. Enfin, il y a un seuil quand même, pas forcément écrit, mais tu peux pas arriver avec 100 euros. Quoi, tu vois. Alors, avant, pour accéder au beau dossier, c'était quand même important de mettre souvent 20-25 000 euros. Maintenant, comme les entrepreneurs galèrent quand même pas mal à lever en ce moment, on va pas se mentir. C'est intéressant, le seuil. Je pense que 10K, ça passe bien. Et moi, même mes clients qui mettaient parfois des tickets à 100K vont mettre des tickets à 30K. Enfin, voilà, il y a une vraie baisse. Hein. Intéressant. Je te propose maintenant le deuxième petit jeu du podcast, c'est le vrai-faux. Donc là, il va falloir être également très concis. Okay. Tu peux justifier, si tu veux, avec une ou deux phrases, si tu penses que l'assertion est vraie ou l'assertion est fausse. Bon, il n'y a pas de piège, hein, tu vas voir. Ok. T'es prêt? Allez. Première question. L'immobilier, c'est le meilleur actif à long terme en investissement? Faux. Intéressant. C'est la bourse, évidemment. On n'a pas trop parlé d'immobilier pour l'instant. Le Bitcoin, c'est un actif casino? En partie vrai. D'accord. Mais moins que les autres cryptos. D'accord. On peut être un bon investisseur sans aimer le risque? Moi, je dirais que non, même. D'accord. Les club deals, on en parle beaucoup en ce moment. Sans accepter le risque, non. Sans aimer le risque, oui, pourquoi pas, mais il faut l'accepter en tout cas. D'accord. Les club deals, on en parle beaucoup en ce moment, sont surcotés. Il y a club deal et club deal. Mitigé, c'est difficile à dire. Mitigé. Oui et non, quoi. Ça dépend lesquels. Le succès en investissement tient davantage à la psychologie qu'à de l'analyse intellectuelle. Oui, 100%. Intéressant. Les fameux biais psychologiques. Diversifier pour réussir en investissement à long terme, c'est obligatoire. Oui, sauf si on a de la chance. D'accord. LinkedIn aujourd'hui, ça vaut davantage que le réseau physique. Dans le business. Ça m'apporte, les deux m'apportent à peu près autant de. Ok. Ce qui est déjà énorme. Oui, ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme parce que t'as construit tout ça, ça coûte rien entre guillemets. Bon, ça coûte du temps de l'investissement. Et puis il faut être bon, il faut faire de la qualité. Mais c'est quand même incroyable. Je trouve. Le private equity va battre la bourse US dans les 10 prochaines années. Je pense, oui. D'accord. Et la dernière question, investir en start-up, tout le monde devrait le faire. Non.
Je pense pas, non. Je suis d'accord aussi. Merci d'avoir joué le jeu. En plus, t'as été très, très concis. Peut-être une dernière question avant qu'on passe aux questions de fin de podcast. Comme tu as une longue carrière d'investisseur, on a parlé de bourse, on a parlé de start-up, tu as investi depuis très jeune. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets, mais qui est pas encore trop dedans ou qui a commencé, tu vois, mais qui tâtonne un peu, qui cherche, mais qui a une conviction de se dire, effectivement, il faut que je construise quelque chose à long terme. Quel conseil tu lui donnerais? Moi, je dirais un conseil que je me suis auto-appliqué, donc commencer jeune, et soit pour vous, soit pour vos enfants. Enfin, moi, je trouve que donner, quand on a les moyens, 1000 euros, mettre 1000 euros d'action pour ses enfants, par exemple sur une assurance vie ou autre, même quand ils sont bébés, c'est une excellente idée, surtout que comme je vais être papa très bientôt, donc je compte faire ça effectivement. Comme ils n'ont pas de retraite. Alors ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais je suis également convaincu qu'effectivement il n'y aura pas de retraite. Donc moi j'ai vu les solutions compte-titres ou assurance vie, mais il y a des avantages et des inconvénients. Les deux sont bien, mais oui, je pense que commencer très tôt, je pense que c'est la meilleure chose à faire, mais que ce soit pour la bourse, l'immobilier ou pas mal de choses en fait. Ne stresse pas. Je trouve que c'est un très bon conseil parce que déjà ça permet de faire des erreurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'impact, parce que quand on commence tôt avec des petits montants, finalement si je perds 50% de mon investissement, que j'ai placé 200 euros, clairement, en start-up, moi les premiers dossiers auxquels j'ai eu accès, et puisque j'avais pas de réseau à l'époque, étaient moyens. Et donc je suis content d'avoir perdu des petits montants et gagner des gros montants quoi. Et puis il y a aussi l'intérêt, notamment en bourse, par exemple les ETF. Alors t'as dit que t'étais pas fan d'ETF, mais en tout cas sur une vision très très long terme. Oui. Alors les performances historiques qu'on a connues ne sont pas forcément les performances de l'avenir, mais en tout cas il y a un effet temps quand même qui va avec toi si t'es régulé. C'est important de savoir tenir ses positions sur le long terme aussi. Exactement. Merci pour ça. On passe tout de suite aux 3 dernières questions du podcast que je pose à tous les invités. Alors, la première question, est-ce que tu peux me recommander un livre qui t'a inspiré? Ça peut être un livre sur la finance ou sur un autre sujet, quelque chose, si tu devais recommander à ton meilleur pote, qu'est-ce que tu lui dirais de lire? C'est un livre d'investissement effectivement que je recommande à tout le monde. Je l'ai cité, c'est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. On me l'a recommandé plusieurs fois, je l'ai jamais lu. Je suis nul. Benjamin Graham, c'est un peu le principal mentor de Warren Buffett. Warren Buffett lui-même a dit que c'était le meilleur livre sur l'investissement qui avait jamais été écrit. En gros, ça pose un peu les bases de tout ce qui est investment value, donc investir dans les boîtes sous-cotées. Et il y a une phrase que j'aime bien, qui m'avait marqué, si je me rappelle, de ce livre. C'est en gros, il faut investir en étant réaliste. Et en gros, il faut être réaliste et il faut vendre ses actions aux optimistes et les racheter aux pessimistes. C'est pas mal. En fait, je trouve que ça résume bien une option qu'on a effleurée, mais dont on parle peu, c'est que la bourse, c'est avant tout une histoire de perception. Et c'est ça, en fait. On voit bien, en gros, on vend à ceux qui sont optimistes, on achète moins cher à ceux qui sont pessimistes. Et je pense que la perception en bourse, c'est quasiment 80% du... D'où le côté psychologique qu'on évoquait Le côté psychologique, avant. En fait, il faut qu'il y ait un changement de catalyseur. Par exemple, Kering, moi, j'en avais acheté vers 160. Cette année, 160, 170. Il y a eu Lucas Di qui a été nommé PDG. L'action a doublé parce que tout d'un coup, tous les analystes qui n'arrêtaient pas de dire que Kering c'était catastrophique se sont mis à trouver que Kering était magnifique. C'était la même boîte. Et que ça avait un super potentiel grâce à un super PDG. Alors qu'en vrai, rien n'a changé. Les chiffres de Kering sont toujours pas terribles. C'est une anticipation de l'avenir par rapport à une nouvelle stratégie. C'est un déclencheur. On peut se dire ce qu'on veut, c'est un déclencheur qui fait que les gens sont devenus optimistes sur le titre en fait. Donc ça illustre bien un peu cette phrase où... En gros, quelqu'un qui passe de pessimiste à optimiste, quand le marché devient optimiste, c'est une valeur. C'est comme Google. Tout le monde a critiqué Google au début d'année, et puis maintenant tout le monde dit que c'est fantastique. Moi, je pense que c'est vraiment bien. Mais tout le monde a dit Google, à cause de ChatGPT, ils vont se faire avoir dans la recherche. Et puis après, tout le monde a dit 6 mois plus tard, alors que rien n'avait changé. Mais en fait, Google, ils sont super forts sur l'IA, ceux qui l'ont inventé, ils sont très forts sur le quantique. Et du coup, l'action a repris 50% en quelques mois, sans qu'il y ait vraiment aucun changement fondamental, quoi. Très bien. Bon, je vais me faire ce cadeau de Noël. Je pense qu'on me l'a recommandé plusieurs fois, donc faut que je l'achète et que je le lise un jour. Très bien. Un conseil, deuxième question, un conseil que tu donnerais à Jérémy si tu pouvais le recroiser il y a 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais?
Peut-être de garder mes actions Nvidia, mais Tu les avais achetées quand? je les avais achetées vraiment il y a 10 ans. Mais Ah ouais, mais, long shot. non, mais plus sérieusement, je pense que je me dirais peut-être de rester moins longtemps en banque privée et de me lancer dans l'entrepreneuriat plus tôt, parce que je pense que j'aurais appris encore plus de choses. Très bien. La dernière question, si tu pouvais me recommander un invité que je devrais absolument recevoir dans le podcast, ça serait qui? Et du coup, ça va être un invité bourse. Alors, beaucoup connaissent, enfin pas assez à mon goût, mais William Higon, qui est un super, qui est le meilleur gérant. J'adore les small et les mid. C'est le meilleur gérant en France. Il a des performances. Il a des performances incroyables. Incroyables. C'est un peu le Warren Buffett français. Et moi, j'ai rencontré son fils Victor, et que je trouve qui est très brillant. Son père lui a bien transmis, à mon avis, cette vibe. Et c'est la bonne école. Et moi, je pense que ça pourrait être intéressant d'inviter Victor Higon, du coup, qui prend bien la relève de son père et à mon avis qui est une future star des gérants. C'est déjà un petit peu le cas. Il a une très bonne performance et voilà, qui sera, j'en doute pas, passionnant pour tes auditeurs. Tu me feras une intro? Avec plaisir. Merci. Je vais l'inviter alors. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte et qu'on quitte les auditeurs et les viewers, Jérémy, est-ce qu'il y a un message, un sujet qu'on n'a pas évoqué et que tu voudrais transmettre? Non, je dirais le plus important, vraiment, lancez-vous, que ce soit dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est. On se lance tous les deux en ce moment là. Par exemple, n'ayez pas peur de prendre des risques. Les conseillers ne sont pas les payeurs, mais là, voilà. Non, je pense, n'ayez pas peur de prendre des risques et formez-vous aussi, et pas sur Instagram. Lisez plutôt des vrais livres de gens, de vrais milliardaires ou les posts de LinkedIn de Jérémy et moi. Oui, les posts LinkedIn si vous voulez. Ils sont très qualitatifs. En tout cas, formez-vous parce que je vois des craintes parfois sur les marchés financiers qui sont un peu absurdes, notamment sur les retraites où les gens sont persuadés qu'ils peuvent perdre tout l'argent en bourse, alors que même en étant archi nul en bourse, en plaçant son argent en bourse pendant 40 ans, c'est quasiment impossible de perdre de l'argent. Si on le fait bien, si on diversifie et qu'on fait un truc même lambda, enfin voilà. Alors que quand on cotise à la retraite, il y a pas de rendement en fait sur nos cotisations. Tu vois, c'est un rendement négatif. C'est intéressant que tu parles de ça parce que moi, ma première discussion sur la bourse, c'était avec mes parents. J'en ai jamais parlé sur le podcast encore, et ils avaient été conseillés par leur banquier de prendre une action, sachant qu'ils avaient jamais investi en bourse. Je me rappelle même plus de l'action en question, et ils avaient mis quand même un petit billet. Et en fait, la boîte a fait faillite. Mettre sur une action, là, c'est suicidaire. Ils m'ont toujours un indice, c'est pas pareil. Je suis d'accord. Et donc, mais moi, la première relation avec la bourse, c'était ça. Ils m'ont toujours dit, mais la bourse, c'est hyper risqué, tu peux perdre tout ton argent. Donc, tu vois, mais il y a souvent ce réflexe des personnes qui ont mis sur le truc que leur fourguait leur banquier, genre Natixis. J'en ai vu combien de gens réunis avec Natixis ou des boîtes comme ça, mais après, voilà, par contre, quelqu'un même qui mettrait sur, je sais pas, un LVMH ou un BNP, en vrai, je suis pas inquiet, quoi. Je suis d'accord avec toi, donc je partage ce message. Formez-vous, intéressez-vous à ces sujets. Prenez le temps aussi de lire des livres. On a fait une recommandation que je mettrai dans la description. Il y a aussi beaucoup de contenu qui existe sur YouTube. Regardez le podcast, évidemment. Mais il y a plein de créateurs de contenu aujourd'hui qui font de la qualité. Peut-être avant de se quitter, pour te retrouver, donc c'est quoi? C'est LinkedIn le plus simple pour retrouver ton contenu? Oui, c'est LinkedIn. Je suis très peu sur Instagram, même si je pense que j'essaie d'accélérer un peu. LinkedIn, tapez Jérémy Blackwell, mon nom. Et voilà. Je vous recommande le contenu de Jérémy. Allez le retrouver. Il fait des posts très qualitatifs et je suis sûr qu'avec la création de son entreprise, ça va continuer. Ça va même s'étendre. C'est sûr. Merci beaucoup. Et puis j'adore aussi tes contenus et tes podcasts. Donc je pense que les podcasts, merci, c'est sympa. C'est un vrai. Moi j'aime beaucoup les podcasts. J'adore aussi. C'est pour ça que j'en ai fait à la base. C'est que je suis un gros consommateur de podcasts. Bon, merci Jérémy. Plein de succès pour ton lancement. Allez, salut. Merci à tous. Merci pour ton écoute. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu fais partie de mes plus fidèles auditeurs. Alors je te dis un grand merci. Si tu as apprécié le podcast, pense à t'abonner. C'est le meilleur moyen de ne louper aucun épisode et de nous soutenir. Tu peux aussi laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire. Cela nous aide énormément à nous développer et ça fait toujours plaisir. Et si cet épisode t'a été utile, partage-le autour de toi. Quelqu'un dans ton entourage en aura sûrement besoin. Pour continuer la discussion, retrouve-moi sur LinkedIn. Et abonne-toi à ma newsletter Inside Banking. Chaque mois, j'y partage les clés pour mieux comprendre l'actualité financière. À très bientôt pour un nouvel épisode.